Une épouse noire par correspondance rejetée à cause de sa couleur de peau jusqu'à ce qu'un fermier millionnaire la considère comme parfaite. Vous êtes Amara Wilson. Le gentleman déglutit nerveusement, son teint se décolorant comme s'il avait croisé un spectre en plein soleil. Cet arrangement échouera. Vous avez omis de révéler votre origine africaine. Amara acheva ce qu'Harold Pierce ne parvint pas à formuler, son moral s'effondrant tandis qu'elle restait sur le quai de la gare, le délicat bonnet qu'elle avait acheté spécialement pour l'occasion apparaissant désormais comme un accessoire absurde au milieu de la honte. 21 jours de voyage, 6 mois de correspondance sincère, un coffre rempli d'aspirations et la perspective d'un nouveau départ loin de l'intolérance des métropoles. Tout s'est effondré en quelques instants dès qu'Harold a enfin observé son apparence. Dans votre correspondance, votre écriture était si éloquente. J'imaginais, hésita-t-il en reculant, la composition florale se dégradant visiblement sous sa main transpirante. Pourquoi ne m'as-tu pas informé? Amara inspira profondément, rassemblant toute la fierté qu'elle possédait. T'informer de quoi exactement? Que mon teint est aussi noir que la nuit, et pourtant mes émotions aussi sincères que les tiennes. Tu n'as jamais rien demandé. Harold jeta un regard inquiet autour de lui, observant les regards inquisiteurs des voyageurs et des cheminots. Dans la petite communauté de Riverbrook, une femme noire élégamment vêtue attirait déjà l'attention. Le fait qu'une femme noire soit ouvertement repoussée par un homme blanc créait un spectacle irrésistible. Tu dois comprendre ma situation, la société d'ici, mon entreprise, marmonna-t-il en reculant davantage. Je peux arranger le paiement de ton voyage de retour. Tu as l'air instruite. Je suis sûr que tu comprendras. Amara ressentit un frisson le long de sa colonne vertébrale, non pas de chagrin, mais d'une fureur contenue qui brûlait en silence. Dans sa correspondance, Harold décrivait le cœur solitaire d'un veuf de 45 ans aspirant à la compagnie, à la compréhension et à une nouvelle aventure amoureuse. Jamais il ne mentionnait que ce cœur conservait des préférences raciales. J'ai dépensé toute ma fortune pour arriver ici, déclara-t-elle d'un ton ferme malgré ses tremblements intérieurs. Je n'ai nulle part où retourner. Harold sortit de sa poche quelques billets froissés. Cette somme devrait lui permettre de se loger pendant plusieurs jours, le temps que vous résolviez la situation. C'est alors qu'une voix retentissante trancha l'atmosphère tendue comme un éclair par un après-midi sans nuages. Est-ce là ton remède, Pierce? Jette de l'argent sur les difficultés et espère qu'elles disparaîtront comme elles le font toujours. Une silhouette imposante apparut derrière Harold, son regard intense fixé sur le marchand qui parut soudain diminuer. Il portait des vêtements simples mais manifestement coûteux, le genre de simplicité que seuls les gens véritablement riches peuvent afficher. Son visage buriné trahissait une vie passée au grand air, mais son allure dégageait une autorité indéniable. Cette affaire ne te concerne pas, Maxwell, répondit Harold, bien que sa voix trahisse son insécurité. Cela me regarde quand je vois un homme que je connais depuis 15 ans se comporter comme un faible. L'individu nommé Maxwell s'adressa à Amara, son expression s'adoucissant. Mademoiselle, permettez-moi de me présenter. Alexander Maxwell, je possède une propriété juste à l'extérieur de la ville. Amara acquiesça formellement, restant sur ses gardes. Par expérience, elle savait que la gentillesse d'un étranger comportait souvent des coups cachés. Si je peux me permettre d'être présomptueux, poursuivit Alexander, je vous propose de rester chez moi jusqu'à ce que vous décidiez de vos projets d'avenir. Nous avons des chambres d'amis qui restent rarement occupées et ma gouvernante apprécierait d'avoir de la compagnie. Harold réagit visiblement à la proposition. Maxwell, vous ne pouvez pas être sérieux. Que pensera la communauté? Alexander affichait un sourire glacial qui ne le quittait pas des yeux. Les mêmes personnes qui font affaire avec moi au quotidien. Les mêmes qui dépendent de ma propriété pour leur survie. Je suis curieux de découvrir ce qu'elle pourrait bien exprimer. Harold pâlit encore davantage, comprenant l'avertissement implicite. Alexander Maxwell n'était pas qu'un simple fermier. Il était le propriétaire terrien possédant la moitié des terres fertiles de la région. Ce que personne à cette station n'aurait pu anticiper, c'est qu'alors qu'Amara hésitait entre fierté blessée et besoins pratiques, elle transportait non seulement une malle de vêtements, mais aussi un mystère qui allait transformer à jamais les rapports de force dans cette petite colonie. Un mystère qui allait faire regretter profondément à Harold Pierce le jour où il avait déterminé que la couleur de peau définissait la valeur d'une personne.
Si cette histoire de préjugés et d'honneur vous a touché, n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir comment un rejet humiliant allait se transformer en étincelle d'un renversement de situation inoubliable. La propriété Maxwell n'était pas une simple ferme en périphérie, comme son propriétaire l'avait humblement décrite. C'était une impressionnante demeure victorienne entourée d'hectares de plantations florissantes et de prairies verdoyantes où des chevaux de race purent se promener paisiblement. Lorsque le véhicule d'Alexander franchit l'entrée majestueuse, Amara ressentit à la fois de l'étonnement et du doute. Les habitants d'ici ne sont pas habitués à la diversité, précisa Alexander en désignant la résidence principale. Riverbrook fut fondée par des familles conventionnelles, prisonnières du passé. Harold Pierce n'est que le signe d'une maladie plus profonde. La gouvernante, Madame Foster, une femme d'âge mûr au regard compatissant et à l'attitude rigide, accueillit Amara avec une politesse professionnelle. Si l'arrivée d'un visiteur noir la surprit, elle le dissimula. J'ai aménagé la chambre bleue, celle qui offre la plus belle vue sur le jardin, mentionna-t-elle en guidant Amara à travers des couloirs ornés d'œuvres d'art et d'antiquités inestimables. Ce soir-là, au dîner, servi dans la grande salle à manger, Alexander raconta son histoire. Fils d'un banquier du Nord et d'une enseignante qui avait soutenu les mouvements abolitionnistes, il avait hérité non seulement de la richesse, mais aussi de convictions profondes en matière d'égalité. Lorsqu'il s'était installé à Riverbrook 15 ans plus tôt, il était considéré comme un homme à part, trop riche pour être exclu, mais trop atypique pour être pleinement accepté. Et quel est votre parcours, mademoiselle Wilson demanda-t-il finalement après avoir décrit ses différentes entreprises. Votre correspondance a dû impressionner Harold pour qu'il lui fasse une proposition aussi formelle. Amara marqua une pause, mais la franchise d'Alexander incita à la confiance. Je suis enseignante. J'ai été instructrice à Boston. J'ai enseigné la littérature et l'histoire dans une académie pour filles de couleur. Lorsque l'institution ferma ses portes fautes de financement, je compris qu'il me fallait repartir de zéro ailleurs. Ce qu'Amara ne révéla pas, c'était la véritable raison de sa correspondance, l'héritage surprenant de son grand-père, un homme qui avait consacré toute son existence au service d'une riche famille. Un héritage qui contenait non seulement des pièces d'or soigneusement conservées, mais aussi des documents historiques susceptibles de changer le destin de certaines propriétés de la région de Riverbrook, des papiers qu'elle avait dissimulés dans un compartiment secret de sa malle. Les jours suivants, Alexander offrit à Amara un moment précieux, le temps de la contemplation. La bibliothèque du manoir était un véritable trésor de connaissances, et elle se consacra à des ouvrages sur l'histoire régionale, la géographie et les codes juridiques de la région. Interrogée sur ses activités, elle se contentait de sourire et de mentionner qu'elle approfondissait ses connaissances. Une semaine après son arrivée, la nouvelle de sa présence s'était répandue dans toute la petite communauté. Les visites au manoir Maxwell se multiplièrent soudain. Des voisins curieux, des épouses de marchands et même le pasteur local, tous se rappelèrent soudain des affaires urgentes à régler avec Alexander. Observez ça, grommela Alexander pendant le rafraîchissement de l'après-midi, après le départ d'une délégation particulièrement transparente. Vous êtes devenu la curiosité locale sans même entrer en ville. Amara sourit amèrement. J'ai toujours été une curiosité, monsieur Maxwell. La différence, c'est que maintenant, je tiens une tasse de thé en porcelaine à la main tandis qu'on m'observe. C'est lors d'une de ses visites qu'Harold Pierce s'arma enfin de courage pour apparaître. Il arriva à l'improviste, chapeau à la main, le visage affichant une fausse inquiétude. Maxwell, salua-t-il avec inquiétude. Je suis simplement venu vérifier si mademoiselle Wilson est installée. Absolument satisfait, répondit Alexander avec sarcasme. Pourquoi ne pas vous renseigner directement auprès d'elle? Le teint d'Harold se vida lorsqu'Amara entra, vêtue de l'une des robes raffinées que madame Foster avait modifiées pour elle. Ce n'était plus la femme lasse et humiliée de la gare, mais une dame qui agissait avec assurance et détermination. Monsieur Pierce le salua-t-elle froidement. Quelle surprise imprévue! Mademoiselle Wilson. Harold jouait nerveusement avec son chapeau. Je suis venu parce que la communauté s'inquiète de ma situation et de votre situation. Quelle gentillesse! Harold jeta un coup d'œil à Alexander. Il est inconvenant pour une femme célibataire de rester chez un homme célibataire, surtout lorsqu'elle est noire. Conclut Alexander d'une voix menaçante et basse. Continuez, Pierce. Je suis curieux de savoir comment vous comptez terminer cette déclaration. Harold déglutit nerveusement. Le comité paroissial étudie les options pour l'aider à retourner à Boston.
Une collecte est en cours. Amara sourit, le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Quelle charité! Mais je crains que mes intentions aient changé. Je compte rester à Riverbrook définitivement. Les yeux d'Harold s'écarquillèrent. C'est inconcevable. Vous ne connaissez personne ici. Tu n'as ni emploi, ni famille. J'ai un emploi, répondit Amara sereinement. Monsieur Maxwell m'a gracieusement proposé le poste de bibliothécaire sur sa propriété. Apparemment, des générations de Maxwell ont rassemblé des livres sans jamais les classer correctement. Harold fixa Alexander avec un mélange de stupeur et de fureur à peine contenu. Tu ne peux pas être sérieux. Alexander haussa les épaules. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Mademoiselle Wilson est instruite et compétente. Ma bibliothèque n'a jamais été entre de meilleures mains. Ce qu'Harold ne comprenait pas, en trébuchant face à des objections de plus en plus faibles, c'était la véritable importance de ce poste. La bibliothèque Maxwell ne contenait pas seulement des classiques de la littérature. Elle abritait également des registres fonciers, des documents juridiques et la chronique complète de la région, y compris des détails que beaucoup de familles traditionnelles auraient préféré garder secrets. Quand Harold partit enfin, vaincu et furieux, Alexander l'observa par la fenêtre tandis qu'il traversait le parc à toute vitesse. Il va tenter de te compliquer la vie, observa-t-il. La petite humiliation que tu as infligée à sa fierté aujourd'hui ne sera pas oubliée. Amara hocha la tête, une nouvelle résolution brillant dans ses yeux. Qui l'essaie? Pendant qu'il est occupé à répandre des ragots mesquins, je vais enquêter bien plus profondément qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Ce qu'Harold Pierce ne comprenait pas, ce que personne à Riverbrook n'imaginait, c'est que les heures qu'Amara consacrait à la bibliothèque avaient un objectif bien précis. Parmi les papiers jaunis et les archives poussiéreuses, elle commençait à assembler un puzzle qui allait révéler une réalité dérangeante. Les familles fondatrices traditionnelles de Riverbrook, dont les Pierce, avaient bâti leur fortune sur des biens qui ne leur appartenaient pas légitimement. Et tandis que la communauté locale bourdonnait de spéculations au sujet de la femme de couleur résidant au manoir Maxwell, Amara se préparait discrètement à une révélation qui allait perturber la communauté jusqu'à ses fondements. 2 semaines plus tard, la petite salle de réunion de l'hôtel de ville de Riverbrook était bondée. Une convocation urgente avait rassemblé les familles fondatrices, les hommes d'affaires locaux et les agriculteurs de toute la région. Au cœur de la polémique, Harold Pierce gesticulait frénétiquement, le visage rouge d'indignation. C'est un scandale. Maxwell défie ouvertement nos coutumes en affirmant que cette femme est sur ses terres. Les familles respectables sont préoccupées par les rumeurs de conduite inappropriée. Alors que des murmures d'accord se répandaient dans la salle, les portes s'ouvrirent en grand. Alexander Maxwell entra posément, suivi d'Amara Wilson, qui marchait avec la grâce royale. Un silence gêné s'abattit sur la salle. J'apprécie l'invitation, déclara Alexander d'une voix forte, qui résonna dans toute la salle. Je dois cependant clarifier une confusion. Mademoiselle Wilson n'est pas ici en visite, mais en tant qu'avocate dans une affaire qui vous touche tous profondément. Harold rit anxieusement. Avocate? Une femme de couleur sans formation ni diplôme? Maxwell, avez-vous complètement perdu la raison? Amara ouvrit méthodiquement son porte-document. En fait, Monsieur Pierce, outre mon titre d'éducatrice, je possède l'autorité légale en tant qu'héritière directe de Joseph Freeman. Ce nom résonna comme un coup de tonnerre dans le hall silencieux. Les visages des aînés pâlirent. Joseph Freeman n'existe pas, répondit Harold précipitamment. C'est un conte populaire. Intéressant, répondit Amara en sortant des papiers jaunis de sa serviette. Parce que je possède ici le titre original signé par le gouverneur en 1866, accordant à Joseph Freeman, mon arrière-grand-père, et à un homme libéré après la guerre de sécession, le territoire qui représente aujourd'hui environ 60% de Riverbrook, y compris votre boutique, Monsieur Pierce. Le juge Thornton ajusta ses lunettes pour examiner les papiers qu'Amara présentait maintenant. Ceci semble authentique. C'est une invention, hurla Harold, mais sa voix tremblait. Les documents justificatifs sont là, poursuivit Amara, intacts, y compris le récit de la fuite forcée de Joseph Freeman après des tentatives de lynchage en 1870 et de la répartition de ses terres par les familles fondatrices, créant ainsi ce qu'elles appelèrent le comité des propriétés de Riverbrook. Alexander déclara ensuite: La bibliothèque Maxwell conserve des copies de tous les documents fonciers de la région.
Il est curieux que la période spécifique de 1870 à 1872 ait été absente jusqu'à ce que mademoiselle Wilson découvre des références croisées dans d'autres documents. Le révérend Miller, un homme âgé, baissa la tête. Mon père a fait référence à cette histoire. Il a dit que c'était une transgression profondément enfouie. Nous ne sommes pas ici pour pénaliser les descendants pour les méfaits de leurs ancêtres. Amara annonça « Je propose un accord ». La création d'une fondation communautaire au bénéfice de tous les citoyens de Riverbrook, notamment pour l'éducation et un logement décent. Harold Pierce rit nerveusement. C'est ridicule. Personne n'acceptera ce spectacle. C'est alors que l'avocat Jeff, un avocat respecté des 3 États, entra dans la salle. Les documents ont été confirmés par la Commission des archives historiques de l'État. Ils sont légitimes et j'ai le plaisir de vous informer que la plainte a été officiellement déposée. La salle s'est esclaffée. Au milieu du chaos, Harold s'est jeté sur Amara avec colère. « Vous avez orchestré cela depuis le début », siffla-t-il. « C'est ce que vous cachiez dans vos lettres. » Amara resta calme. « Non, monsieur Pierce. Dans ces lettres, j'étais simplement une femme solitaire en quête de compagnie. C'est votre réaction immédiate à mon égard en me voyant qui m'a fait comprendre quel genre d'homme vous étiez vraiment. Le genre d'homme qui condamnerait mon arrière-grand-père pour la même raison que vous m'avez condamné uniquement à cause de la couleur de notre peau. Vous allez nous détruire, murmura-t-il d'une voix pâle. Non, répondit-elle doucement. Je vais réparer une injustice historique de la manière la plus équitable possible pour tous. La distinction entre nous, monsieur Pierce, c'est que j'ai subi la discrimination toute mon existence, et pourtant je ne souhaite à personne de perdre son logement, pas même à toi. Alors qu'Harold Pierce s'effondrait sur une chaise, écrasé, le conseil municipal se retira pour examiner la proposition d'Amara. Alexander s'approcha d'elle, l'admiration limpide dans son regard. Tu aurais pu tout exiger, dit-il doucement. Et je me suis fait exactement comme ceux qui ont volé mon arrière-grand-père, répondit-elle. La justice n'est pas la vengeance, Alexander. C'est la restauration. Ce que personne dans cette salle ne pouvait concevoir en observant la femme qu'ils avaient rejetée et sous-estimée, c'est que la véritable transformation de Riverbrook ne faisait que commencer. Le message qui résonnerait dans les couloirs du pouvoir pour les générations à venir ne concernerait pas une femme venue pour détruire, mais une femme qui, même blessée, a choisi de reconstruire avec dignité et vision. Tandis qu'Harold Pierce affrontait la destruction de sa réputation, Amara Wilson et Alexander Maxwell échangèrent un regard porteur de promesses bien au-delà des terres et des documents, un regard qui évoquait un avenir où l'acceptation ne serait plus une question de couleur, mais de caractère. 6 mois après cette rencontre historique à l'hôtel de ville, Riverbrook avait été transformé. La Fondation Freeman, créée grâce aux fonds récupérés suite à des injustices historiques, finançait déjà des bourses pour les jeunes défavorisés et des projets d'amélioration de la communauté. Au cœur de ces transformations se trouvait Amara, non pas une figure vindicative, mais une visionnaire qui voyait au-delà de la douleur. L'ancienne boutique d'Harold Pierce abritait désormais la première bibliothèque publique de Riverbrook. Ironiquement, un lieu où les histoires oubliées pouvaient enfin être partagées. Harold lui-même avait quitté la ville quelques semaines après la révélation, vendant ses propriétés pour une partie de leur valeur et partant sans dire au revoir. La rumeur courait qu'il était employé comme commis dans une ville voisine, sa fierté diminuait comme son compte en banque. Tu aurais pu le ruiner complètement, remarqua Alexander un après-midi d'automne alors qu'il se promenait dans les jardins de sa propriété, aujourd'hui partiellement transformé en centre culturel. La plupart des gens auraient exigé jusqu'au dernier centime. Amara sourit en observant les enfants jouer sur les pelouses qui avaient été autrefois le domaine exclusif de l'élite. La vengeance m'aurait comblé pour un jour. Elle fit un geste vers l'espace qui l'entourait, cela nous comblera pour des générations. La nouvelle de l'affaire Freeman s'était répandue au-delà de Riverbrook, attirant journalistes et historiens désireux de documenter des cas similaires d'injustice foncière historique. Amara fut invitée à prendre la parole dans des universités, partageant non seulement son histoire personnelle, mais aussi la méthodologie juridique qu'elle avait utilisée pour rétablir la vérité. Lors d'un dîner de célébration dans le hall principal du manoir Maxwell, désormais officiellement baptisé Freeman Maxwell House, après le mariage discret de ses propriétaires, le juge Thornton leva son verre pour un toast inattendu. À la femme qui nous a appris que la justice n'est pas seulement un concept juridique, mais une pratique quotidienne, déclara-t-il, la voix brisée par une émotion sincère. Quand Tamara est arrivée dans notre ville, nous pensions savoir exactement qui elle était,
rien qu'à son apparence. Quelles leçons d'humilité et nécessaires nous avons apprises? À ses côtés, Martha Webb, désormais directrice de la nouvelle école communautaire, hocha vigoureusement la tête. Et dire que tout avait commencé par un cruel refus à la gare. Alexander prit la main d'Amara dans la sienne. La meilleure décision qu'Harold Pierce ait jamais prise a été de te rejeter, murmura-t-il en souriant. Même si je doute qu'il soit d'accord. Sur l'ancienne place centrale, où autrefois seules les familles traditionnelles étaient célébrées, un nouveau monument avait été érigé. Non pas une grande statue, mais une simple plaque de bronze racontant l'histoire de Joseph Riemann et comment ces terres injustement confisquées avaient enfin retrouvé leur vocation au service de la communauté. Alors que la nuit tombait sur Riverbrook, Amara observait les lumières de la ville depuis sa nouvelle véranda. Arrivée comme un danger rejeté, une femme noire jugée indigne d'appartenir à la communauté, elle était désormais non seulement acceptée, mais respectée, non pas pour s'être pliée aux attentes des autres, mais pour avoir défendu ses principes. Lorsqu'Alexander la rejoignit avec 2 tasses de thé, Amara repensa au chemin parcouru. Vous savez ce qui est ironique? Dit-elle. Harold m'a rejeté parce qu'il ne pouvait imaginer partager sa vie avec quelqu'un qui ne correspondait pas à sa vision étroite du monde. Finalement, c'est précisément ce qui l'a détruit. Alors que vous prospériez grâce à ce qu'il méprisait. Votre force, votre histoire, votre vérité, ajouta Alexander. La leçon que Riverbrook avait apprise et qui allait résonner pendant des générations était simple mais profonde. Lorsque nous jugeons quelqu'un sur des caractéristiques superficielles, non seulement nous nions son humanité, mais nous nous aveuglons aussi à la valeur extraordinaire qu'il pourrait apporter à nos vies. Et tandis qu'Amara Wilson Maxwell observait la lune se lever sur la ville qu'il avait autrefois rejetée, elle savait que la véritable vengeance n'avait jamais consisté à punir Harold Pierce. Il s'agissait de construire quelque chose de si beau, de si juste et de si durable que son rejet ne serait qu'une note de bas de page dans l'histoire bien plus vaste qui s'écrivait. Si cette histoire de dépassement des préjugés et d'obtention de la justice dans la dignité vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui nous rappellent que nos différences ne sont pas des obstacles, mais des sources de force capables de transformer des communautés entières.